to see. Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. La vie parisienne, si j'ose dire, c'était hier l'article 49.3 déclenché par le gouvernement pour le vote du budget. N'y avait-il pas moyen de faire autrement ? Non, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin parce que d'abord, c'est le reflet des équilibres du Parlement, majorité relative. Qui sont sortis des élections législatives au mois de juin dernier. Ensuite, les oppositions avaient dit extrêmement clairement, avant le début du budget, qu'ils ne voteraient pas celui-ci. Et malgré l'adoption de beaucoup de leurs amendements pendant la discussion budgétaire qui a quand même duré 55 heures, ils ont là aussi dit qu'ils ne voteraient pas le budget. Mais Quand vous avez des oppositions qui décident de ne pas voter le budget et que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il y a un instrument qui s'appelle le 49.3 et qui permet de faire passer les textes. Hier, à votre place, le député PS Arthur Delaporte disait qu'il nous faut quelques jours de plus pour certains débats intéressants, certains amendements. C'était pas possible quelques jours de plus ? Mais on a débattu 55 heures. Gabriel Attal a mené ce qu'il a appelé les dialogues de Bercy, c'est-à-dire qu'il a rassemblé les différentes sensibilités du Parlement à Bercy pour essayer de trouver un consensus dès la fin du mois d'août. Nous sommes quasiment à la fin du mois d'octobre. Cela fait déjà 3 mois ou 2 mois que nous débattons du budget et il n'y a pas eu de compromis ni de consensus possible avec les oppositions qui, malgré l'adoption de beaucoup de leurs amendements, on a quand même fait voter pour près de 8 milliards d'amendements de l'opposition. Malgré cela, ils sont venus nous dire que ce n'était pas possible d'adopter le budget. Donc, à un moment donné, c'est leur droit de s'opposer, mais c'est notre devoir d'avancer. Et donc, c'est naturellement que le gouvernement est venu hier enclencher le 49.3. Alors, ces 8 milliards d'euros retenus par les amendements de l'opposition, c'est une centaine d'amendements. On a l'impression qu'ils sont un peu cosmétiques, quand même, symboliques. La demi-part pour les veuves, la TVA sur les masques. Oui, mais c'est des amendements importants qui ont été portés par l'opposition. La demi-part sur les veuves ou ce que vous venez de citer sur les masques, c'est des mesures qui ont été portées par les oppositions, qu'elles ont souhaité voir advenir dans le budget, qui vont pour certaines être prises dans le budget par le gouvernement. À la fin, ce sera 700 millions d'amendements des oppositions qui seront repris sur les 8 milliards qui avaient été adoptés, avec un objectif qui était pour nous de maîtriser la dépense publique et donc de rester dans les 5% de déficit, comme la trajectoire qu'on avait dessinée nous y engageait. 49.3 logique, donc motion de censure logique. Vous comprenez le réflexe des oppositions. Oui, mais comme quoi l'argument selon lequel le 49.3 sera un déni de démocratie n'est pas compréhensible. Parce qu'en réalité, effectivement, le gouvernement accélère la procédure, mais une fois que cet article est déclenché, les oppositions peuvent censurer le gouvernement et le faire tomber. Et donc on verra s'il y a une majorité alternative dans le pays. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative. Il y a des oppositions qui sont certes importantes, la NUPES, le Rassemblement national, LR, mais ensemble, ils ne forment pas de majorité alternative. Donc ces motions de censure, c'est leur bon droit, mais à mon avis, elles seront nulles et non avenues. Elles ne seront pas adoptées sur les textes budgétaires, ces motions de censure, mais quand la loi sur les retraites arrivera, vous ne craignez pas qu'il y ait une motion de censure où toutes les oppositions se disent cette fois-ci, on le fait tomber, ce gouvernement. Et on retourne devant les urnes. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt des uns et des autres, parce qu'ils nous expliquent à longueur de journée qu'ils sont différents, qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Ils dépensent beaucoup d'énergie à la NUPES, au Rassemblement national, chez LR, pour montrer en quoi ils sont différents. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils arriveraient à se retrouver sur une motion de censure sur les retraites. Parce que quand on va travailler sur la pénibilité au travail, sur les carrières longues, sur le recul de la durée de cotisation, notamment pour LR, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils s'y opposeraient. Donc moi, j'ai plutôt confiance dans la capacité de faire adopter les retraites quand elles arriveront. J'ai confiance dans le dialogue qui va être mené avec les partenaires sociaux et la CFDT, qui sur la pénibilité, sur les carrières longues, a montré sa volonté de discuter et de travailler. Et je sais que dans ce pays, il y a des syndicats réformistes qui, sur les retraites, sont prêts à avancer. Et donc ça fonctionnera, à mon avis. Sur les salaires, est-ce qu'il y aura une issue nationale au conflit qu'on vient de voir, c'est-à-dire une grande conférence générale, une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'un salaire juste ? Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que la vérité, c'est qu'on a déjà augmenté sur l'année écoulée de près de 8% le SMIC. On a revalorisé les minima sociaux. On a demandé à toutes les entreprises privées qui le pouvaient d'augmenter les salaires. Si vous prenez le cas de Total, on sort d'une grève, on est en train de sortir d'une grève qui a été longue et qui a été dure. Les revendications qui étaient portées par les salariés dans les raffineries, dans les dépôts pétroliers étaient légitimes. Elles étaient légitimes parce que Total avait fait des profits extraordinaires dus à la guerre en Ukraine. Une fois qu'on a dit ça, une négociation s'est engagée. Il y a eu une proposition de revalorisation salariale de 7%, avec des primes qui allaient de 3 000 à 6 000 euros. Signé par des syndicats majoritaires. Signé par les syndicats majoritaires. 7% de revalorisation, 3 000 à 6 000 euros. Il n'y a pas beaucoup de salariés dans beaucoup d'entreprises françaises qui vont toucher ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand les entreprises le peuvent, comme Total, comme beaucoup de grands groupes français, eh bien, ils doivent augmenter les salaires. Et puis après, il y a la réalité de ce que sont nos TPE-PME,
qui, elles, n'ont pas la capacité aujourd'hui pour beaucoup d'entre elles d'augmenter les salaires. Parce que vous avez des charges qui augmentent, vous avez les prix d'énergie qui les mettent au défi, et donc pour cela, la réalité sera différente. Manifestation en mémoire de la jeune Lola assassinée, mais aussi contre le laxisme judiciaire ce soir. Zemmour d'un côté, le RN de l'autre. C'est de l'émotion légitime, c'est de la récupération ? Non, c'est surtout la manifestation des fascistes. C'est ça la réalité, c'est que c'est l'extrême droite la plus dure qui va défiler. Cette petite fille n'est même pas encore enterrée. Et depuis quelques jours, les amis d'Éric Zemmour, les amis de Marine Le Pen se sont amusés à racheter des noms de domaines, de sites internet, pour s'approprier le nom de cette petite fille. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'indécence, d'indignité, d'ignominie absolue. Et cette manifestation est une manifestation de la honte, parce que c'est pas une manifestation pour Lola qu'ils vont faire ce soir. C'est une manifestation pour eux-mêmes. Et c'est ça qui me gêne profondément. Les parents ont demandé une chose, c'est que le décès de leur fille ne soit pas récupéré. Ils ont fait passer ce message à travers le maire de la commune dans laquelle ils sont aujourd'hui repliés pour trouver un peu de paix et un peu de quiétude. Et donc, qu'on respecte la parole des parents, qu'on respecte la mémoire de cette petite fille, qu'on respecte ses amis qui doivent être dans une tristesse infinie. Et il y aura un moment donné pour débattre de ce qui a pu, ça et là, ne pas aller. Mais aujourd'hui, dans ce temps de deuil, faire de la récupération comme c'est le cas, je trouve ça profondément choquant. Ce qui n'a pas fonctionné, ce sont les OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Même le gouvernement dit ça ne marche pas. Il faudra changer ça. Peut-être que, effectivement, on n'applique pas bien les OQTF dans ce pays. Mais dans le cas de cette affaire, on ne sait pas. Quand vous avez une OQTF qui est délivrée, vous avez un délai d'1 mois pour partir volontairement. Volontairement. C'est peut-être ça qui marche pas. Si à partir de là, on constate que, et dans ce délai-là, vous pouvez introduire un recours. On ne sait pas ce que l'avocat de cette personne a fait. Peut-être qu'il y avait un recours. C'est le garde des Sceaux lui-même qui l'a dit devant la représentation nationale il y a 2 jours. Même le garde des Sceaux ne savait pas. Donc laissons le temps de l'enquête. Et si à un moment donné, on voit qu'il y a des défaillances, quelque chose qui ne fonctionne pas, il faudra évidemment le corriger. Mais c'est pas dans ce moment où personne ne sait rien de l'enquête, à part ce qu'on peut lire dans la presse, qu'il faut polémiquer de cette façon-là. Conseil européen, aujourd'hui et demain à Bruxelles, c'est la division de l'Europe sur les prix de l'énergie. Comment plafonner ou ne pas plafonner ? On va en sortir comment ? C'est l'enjeu. L'enjeu de ce sommet, c'est de garder le front uni des Européens tels qu'ils ont été capables de l'opposer à la Russie de Vladimir Poutine depuis maintenant 8 mois. Vladimir Poutine avait sous-estimé la capacité de résistance des Européens. Vladimir Poutine avait sous-estimé notre capacité à soutenir la résistance ukrainienne et à sanctionner dans les termes les plus durs son régime brutal, violent, qui mène une guerre massive. Et donc là maintenant on arrive dans un moment critique. Et moi je mets en garde, à mon niveau, en toute humilité, les chefs d'État et de gouvernement dans la réponse qu'ils doivent apporter sur les prix de l'énergie. On ne peut pas se retrouver dans la situation qui était celle que nous connaissions dans la décennie passée, où à chaque fois qu'il y avait une crise, c'était la désunion. On a dépassé ce moment au moment de la crise Covid. On a été capable de le dépasser au moment de la guerre en Ukraine. Maintenant, sur les prix de l'énergie, qui va mettre au défi l'ensemble des entreprises et des foyers européens, il faut qu'ils arrivent à trouver un accord. Ils vont y arriver sur les achats groupés de gaz, sur la sécurisation des infrastructures stratégiques, les pipelines, etc. On a vu ce qui s'est passé avec Nord Stream. Il reste maintenant à voir comment est-ce qu'on arrive à plafonner les prix du gaz. Moi, les Allemands n'en veulent pas de ce plafond. Les Allemands n'en veulent pas parce qu'ils ont un système bien particulier. Mais moi, j'ai confiance dans la discussion qui va s'entamer aujourd'hui à Bruxelles pour qu'ils y arrivent. Faudra-t-il que l'Europe fournisse de l'électricité à l'Ukraine cet hiver ? 30% des centrales sont hors d'usage là-bas. Nous verrons parce que en réalité, nous avons connecté il y a peu de temps de cela le système ukrainien, le système électrique ukrainien au système européen. D'ailleurs, les Ukrainiens nous envoyaient de l'énergie parce que c'est un pays nucléaire avec des centrales et donc ils produisaient beaucoup d'énergie. Ils sont effectivement dans une situation qui est aujourd'hui difficile parce que les Russes ont fait le choix de cibler leurs infrastructures énergétiques dans les derniers bombardements auxquels on a assisté ces semaines passées. Et donc, s'il faut que la solidarité soit aussi énergétique avec l'Ukraine, je suis convaincu que les Européens le feront parce qu'au fond, les Ukrainiens, même s'ils ne sont pas membres à part entière de notre Union, sont déjà membres de cœur par le combat acharné qu'ils mènent pour la liberté et la démocratie. Et donc, effectivement, s'il y a besoin, il faudra les aider. L'Europe doit-elle sanctionner l'Iran qui fournit des drones à la Russie ? Oui. Et d'ailleurs, nous allons à l'Assemblée nationale déposer une résolution qui affirme le soutien de la France à l'Ukraine et qui condamne la guerre russe. Et dans cette résolution, dont je suis l'auteur, j'incorporerai une partie qui appelle à des sanctions contre l'Iran pour la fourniture des drones à l'armée russe. En Italie, le gouvernement Meloni prend forme. Berlusconi témoigne de son amitié pour Poutine. Et il se peut que le ministre des Affaires étrangères soit issu du parti de Berlusconi. Inquiétant, non ? Oui, et d'ailleurs, moi je condamne dans les termes les plus forts les propos de Silvio Berlusconi. Et d'ailleurs, j'aimerais que sa famille européenne, qui est le PPE, qui est la droite, c'est les LR. Berlusconi, il appartient au même groupe que les LR au Parlement européen. Moi, j'aimerais bien que les LR, M. Retailleau qui est en campagne, M. Ciotti,
Monsieur Pradier, nous disent ce qu'ils pensent des propos de Silvio Berlusconi qui soutient de façon éhontée la guerre brutale, totale, massive menée par la Russie de Poutine en Ukraine. Le président de la République française va à Rome, mais il ne rencontrera pas Giorgia Meloni, alors qu'elle est en train, elle va être Premier ministre. C'est quoi, une bouderie, une humiliation? Non, mais il y a des usages, elle n'est pas encore à la tête du Conseil italien, puisque les affaires courantes sont menées par Monsieur Draghi. Quand Madame Meloni sera en poste, il n'y aura évidemment aucun souci à la rencontrer. C'est celle qui dirige le gouvernement italien et quand vous êtes président de la République, vous travaillez évidemment avec tous les chefs d'État européens. Regardez, même avec Liz Truss, qui n'est plus membre de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, mais qui avait des propos pas très élégants sur le président de la République. Bon, écoutez, ils se sont rencontrés, c'est comme ça, c'est la diplomatie. En Italie, le ministre de l'économie devrait être un pro-européen. Ça vous rassure, l'Italie ne va pas faire de bêtises par rapport à l'Europe? Non, l'Italie est un pays absolument central dans la construction européenne. C'est une puissance économique importante pour le continent, même si elle connaît de grandes difficultés. Et donc, on a besoin d'une Italie européenne. Moi, j'ai noté que Madame Meloni avait édulcoré quelque peu les propos véhéments qui pouvaient être les siens sur sa relation avec l'Europe. J'espère qu'une fois au pouvoir, elle ne changera pas d'attitude et que ce n'était pas juste une posture électorale ou une façon d'essayer de rassurer les Européens. On a besoin, je le disais, d'une unité qui soit totale. Et on ne peut pas se permettre que les Italiens fassent quelque part défaut dans leur relation avec les autres Européens, parce que l'Italie est essentielle et Poutine n'attend que ça, que nous nous divisions. Pierre-Alexandre Anglade, merci et bonne journée. Radio J.